Lemire. Bonjour Vincent Lemire, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Vous étiez il y a peu encore en fait à Jérusalem où vous avez vécu de très nombreuses années. Vous avez dirigé notamment le Centre de recherche français de Jérusalem, auteur de nombreux travaux. Dernière en date, c'est cette bande dessinée sur Jérusalem. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous avez des retours de vos amis, de vos connaissances, de vos proches sur place ? Bien sûr, énormément. À Jérusalem, en Israël, en Palestine, en Cisjordanie, à Gaza. J'étais à Gaza au mois de juin pour un cycle de conférences. Et c'est peut-être ce que je voudrais dire d'abord aux gens qui nous regardent. On est en France, il est 8 heures du matin. Tout le monde n'est pas forcément expert de la question. Et tout le monde n'a pas forcément un avis sur la question. Et peut-être que, heureusement en fait, et peut-être que aborder ce drame par l'aspect humain, par les souffrances, par les traumatismes psychologiques qui sont vécus, c'est une façon, je pense, pour les gens qui nous regardent, de finalement entrer dans ce sujet par là. Une population en état de choc. Vous avez d'ailleurs comparé l'attaque du Hamas avec celle du 11 septembre dernièrement. Cette guerre, c'est du jamais vu ou presque dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. Je suis historien, donc mon métier, c'est d'essayer de caler les événements dans le temps et de voir s'ils sont comparables à un événement précédent, s'il y a un précédent ou si on bascule dans quelque chose de nouveau. C'est littéralement ça qu'on fait et c'est comme ça qu'on peut aider les gens à inscrire en fait l'événement dans leur conscience et sortir justement du traumatisme. Il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas de précédent. Les pogroms d'Hébron en 1929, c'est 70 civils juifs tués par des insurgés palestiniens. Le massacre de Deir Yassin, c'est 120 Palestiniens qui sont tués par des troupes paramilitaires juives. Vous voyez qu'on est à 1200, 1300 morts civils. À l'échelle de la France, par rapport à la population en Israël, à l'échelle de la France, ça représente combien ? À l'échelle de la France, c'est 1200 morts, ça correspondrait à 10 000 morts. Donc pareil, pour les gens qui nous regardent, 10 000 morts en une matinée, civils pour la plupart. On se souvient du choc subi après le Bataclan, le choc subi après le 11 septembre. On est bien au-delà. Et voilà, ça ne dit rien en fait du contexte géopolitique, mais ça dit tout du choc traumatique subi par les populations civiles, qui va avoir évidemment des effets géopolitiques. Le Hamas a ouvert, je cite, les portes de l'enfer sur Gaza. Cette vengeance noire est-elle vouée à l'escalade qui embraserait en fait toute cette partie du monde ? Vous avez raison, c'est le mot vengeance qu'il faut utiliser, parce que ça dit en fait l'état de rage dans lequel sont les Israéliens aujourd'hui, mais mon lapsus est révélateur parce que l'état de rage des Palestiniens, il est en train d'arriver face à ce qui est en train de leur arriver. La vengeance, le désir de vengeance des Israéliens, on peut tous le comprendre humainement. C'est-à-dire que si on avait subi ce qu'ils ont subi. Et la question, c'est que peuvent faire les consciences internationales, que peut faire la France, membre du Conseil de sécurité, que peuvent faire les observateurs, que peuvent faire les amis d'Israël et les alliés d'Israël. Mon point de vue, c'est qu'il faut essayer de les protéger contre leurs propres démons, parce que je suis persuadé que le Hamas leur a tendu un piège, un double piège en fait, un piège stratégique et un piège moral. On pouvait s'attendre à cette attaque ? On ne l'a pas vu venir ? Personne ne pouvait s'attendre à cette attaque. Elle était préparée de très longue date. Il n'y avait pas des prémices, il n'y avait pas des éléments, des signaux. Il y avait des choses qui... J'étais à Gaza au mois de juin. On était nombreux à s'être étonnés qu'au mois de mai, il y avait eu une série un échange de roquettes, etc. Mais c'était le djihad islamique qui était à la manœuvre, et on s'était étonné que le Hamas ne rentre pas dans cette opération. On a l'explication aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on avait compris à l'époque. On a l'explication. Le Hamas préparait quelque chose de beaucoup plus fort. Il y avait des manifestations près de la barrière de sécurité. On ne comprenait pas bien pourquoi. C'était sans doute pour masquer, camoufler des infiltrations. Mais tout ça, on le comprend après. Ce qui est évident, c'est que... Moi, je ne suis pas chargé des renseignements. Ce qui est évident, c'est que les services de renseignement israéliens regardaient ailleurs, regardaient du côté de la Cisjordanie et n'ont pas vu venir ce qui est arrivé. Cette attaque du Hamas, d'après vous, c'est une faillite du système de renseignement seulement ou plus largement du système politique israélien tout entier ? C'est beaucoup plus grave que ça. C'est beaucoup plus grave qu'une faillite du système de renseignement. C'est une faillite du système de sécurité. L'armée a mis plusieurs heures
parfois 4, 5, 6, 7 heures pour arriver dans un territoire qui est minuscule. Et c'est une faillite du système politique. Les jours de Benyamin Netanyahou sont-ils comptés? C'est terminé. Netanyahou a terminé sa carrière politique samedi 7 octobre au matin. Pour l'instant, il reste à la tête de ce gouvernement juste parce que ce n'est pas du tout le moment de former un gouvernement, négocier, faire des élections, etc. Et d'ailleurs, Benny Gantz a bien dit, c'est un cabinet de guerre qui vient d'être créé. Ce n'est pas du tout un gouvernement d'unité nationale. Il y a une adhésion d'ailleurs à ce gouvernement d'urgence? Absolument pas. Unité nationale, oui, mais par en bas. Les Israéliens ont refait leur unité nationale par en bas. Gauche, droite, religieux, laïcs, opposants, partisans de la réforme. Aujourd'hui, tout le monde est uni pour faire la guerre. Mais sans le gouvernement, sans Netanyahou, qui est totalement décrédibilisé. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de cette opération, c'est que pour monter une guerre et pour ensuite supporter le nombre de morts qu'il va y avoir du côté israélien, il faut avoir une légitimité politique. Et ça, ça va être le problème d'Israël dans les heures qui viennent. On a entendu le chef de l'État hier soir avec un discours, une allocution très solennelle. La France n'abandonne jamais ses enfants, a dit le chef de l'État à propos des otages. La question des otages, Israël a historiquement toujours négocié une solution pour ces otages. Est-ce que ça pourrait changer radicalement? Les otages, c'est ce qui change totalement la donne parce que l'État d'Israël a été créé pour mettre en sécurité les Juifs menacés par l'antisémitisme en diaspora. C'est la raison d'être de l'État d'Israël. C'est pas un mandat accessoire de l'État, c'est la raison d'être du projet national lui-même. C'est pour ça que depuis sa création, Israël a toujours tout fait pour sauver ses otages. Là, on est dans autre chose. C'est plusieurs dizaines d'otages, c'est des civils, c'est des militaires, c'est des hommes, des femmes et des enfants. Donc on ne peut pas peut-être traiter tous ces otages en même temps. Du côté français, je voudrais dire quelque chose. C'est peut-être pas un hasard si c'est tellement sensible chez nous. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que la communauté juive française, c'est la plus importante d'Europe. On estime à peu près à 500 000 juifs citoyens français qui vivent sur le sol. Ensuite, c'est la communauté américaine. C'est incomparable avec toutes les autres communautés européennes. On a aussi cette communauté d'origine maghrébine. C'est juste pour dire, c'est peut-être pas pour être indulgent, mais c'est pour dire que la situation française, elle s'explique aussi par notre histoire tout à fait singulière. Merci beaucoup Vincent Lemire d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle votre dernier ouvrage en date, Histoire de Jérusalem. C'est aux éditions Les Arènes BD. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux.